Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans la 3e saison de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Si vous aimez ce travail, dites-le moi sur votre plateforme d'écoute préférée, en vous abonnant, en mettant 5 étoiles au podcast et en laissant un commentaire. C'est par ces actions que le podcast est visible. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire, c'est précieux. Pour cet épisode, je vous emmène à la rencontre d'Estelle Talarico qui a fondé Mutine Seconde Main, une e-boutique de pépites vintage et seconde main. Je suis d'autant plus heureuse de la recevoir dans le podcast qu'elle m'a été recommandée par Laure de la Switchologie. Oui, Huggy les bons tuyaux, c'est Estelle. Estelle est passionnée de mode depuis l'enfance et elle nous parle de cette passion, mais aussi du cheminement qui l'a amenée à se lancer et de comment elle vit aujourd'hui sa passion. Avec Estelle, nous avons parlé d'amitié, de mode, de passion bien sûr, d'indépendance, de minimalisme et de suivre son instinct. Ce que partage Estelle dans cet épisode est plein d'astuces pratiques si vous souhaitez vous lancer. Alors, bonne écoute! Bonjour Estelle. Bonjour Claire. Merci d'avoir accepté mon invitation dans La Boussole. Alors Estelle, toi c'est Laure de la Switchologie qui m'avait recommandé de te recevoir. Tu étais la fameuse Huggy les bons tuyaux dont elle avait parlé pendant l'épisode. Oui. Alors si tu veux Estelle, je vais peut-être d'abord te laisser te présenter. Ok, moi c'est Estelle, j'ai 32 ans, je vis à la campagne pas très loin de Lille. Et j'ai créé Mutine Seconde Main, là il y a, je sais même plus compter, 1 an et demi. D'accord. Et voilà, donc je vends des vêtements de seconde main sur Internet et principalement via Instagram. Et est-ce qu'on peut revenir un peu sur tes études ? Qu'est-ce que tu as fait comme études, Estelle ? Alors, du coup, j'ai rencontré Laure pendant mes études. Alors, au début, j'ai eu mon bac, un bac ES. J'étais assez bonne élève. Par contre, je viens d'une famille assez modeste. Mes parents étaient ouvriers. Ils n'avaient pas vraiment. J'ai vite compris que dans la famille, on n'avait pas trop de sous pour payer les études. D'accord. Donc, il fallait faire des études déjà à la fac. Qui coûtent pas trop cher, pas trop cher. Donc, on s'est un peu. J'ai regardé, les écoles de mode, tous ces trucs-là, c'était pas possible. Donc, et moi, j'aimais vraiment bien la mode. Depuis petite, j'adore ça. Je dessinais beaucoup des silhouettes. Voilà. Donc, je me suis dit, la mode, ça sera pas à l'école, mais ça sera quand même mon toile de fond, on va dire. Et je vais chercher un boulot où je vais pouvoir travailler dans la mode. Des études qui vont me permettre de retrouver la mode à un moment, mais pas par le biais du stylisme et tout ça. Donc du coup, j'ai été voir les conseillères d'orientation, tout ça. Et en fait, ce qui ressortait, c'était le métier de chef de produit. Oui. Donc je me suis dit, comment on fait pour devenir chef de produit ? J'ai fait des études. Donc j'ai fait déjà un DUT GEA. Donc avec un peu de compta et des trucs pas hyper cool. J'ai fait ça parce que c'était des études courtes et je me suis dit, si je dois être amenée à travailler vite, Au moins, tu as ce bagage-là déjà. C'est possible au bout des 2 ans de partir travailler parce que, par nécessité. Mais ça s'est pas passé comme ça. J'ai pu rattraper une licence et donc où j'ai rencontré Laure. Donc à l'IMMD qui est devenue l'IAE de Lille. Oui. Une licence généraliste d'économie. Et après, j'ai fait une spécialisation sur 2 ans dans les achats. Donc avec Laure. D'accord. Du coup, à l'IAE, voilà. Et donc j'ai eu mon diplôme, mon bac plus 5 je sais plus exactement l'intitulé, mais commerce, achat. D'accord. Voilà. Et du coup, après, est-ce que tu rentres dans le milieu de la mode tout de suite pas ou du pas tout, du tout ? Pas du tout. Ça n'est jamais arrivé. Non. Mais non, en fait, après, à l'école, ils nous disent vous avez un bac plus 5. En plus, j'avais fait filière apprenti. Donc, j'étais quand même bien professionnalisée. Et ils nous disent vous allez trouver un boulot facile, tout ça. Et en fait, non. Ça s'est pas passé comme ça. J'ai été au chômage pendant 7 mois. Et pendant ce temps de chômage, en fait, je l'ai pas mal vécu. Pas du tout, en fait. C'était
j'ai créé un petit blog de mode, je lisais beaucoup les blogs à cette époque-là. D'accord. Je faisais de la photo, j'ai créé une asso de vide dressing sur l'île, toujours avec la mode, le recyclage, un peu en toile de fond. Et je cherchais du boulot, bien sûr, quand même. Et j'ai postulé vraiment partout, dans toutes les boîtes du Nord. En plus, il y en a beaucoup. Bah oui. Et non, j'ai pas trouvé. Et du coup, après, je me suis dit, faut quand même que je trouve un boulot. Tant pis, je retire le filtre mode et j'élargis. Donc là, j'ai trouvé. Donc j'ai trouvé un boulot au bout de, je crois que c'était 7 mois. Dans les plantes, donc rien à voir avec la mode, mais à voir avec les achats. Je suis quand même restée dans mon domaine d'études parce que je voulais pas non plus trop m'éloigner, donc je suis devenue acheteuse en plantes. D'accord. Voilà. Et tu fais ça pendant combien de temps du coup ? Alors j'ai fait ça, déjà j'ai commencé en tant que stagiaire, donc vraiment on m'a pas trop respectée. Donc je me suis dit je vais le prendre, ça va me faire une expérience et voilà, donc les plantes c'était quand même sympa, je me suis dit je vais essayer, même si j'y connais rien, au moins j'apprendrai sur le tas. Donc j'ai commencé stagiaire assistante achat. Ensuite, ma responsable, elle devait partir et ils m'ont dit tu prends sa place et on te donne le CDI. Donc c'était un peu stressant et en même temps c'était challengeant, donc je me suis dit allez go. Donc j'ai pris la place du coup et le CDI, donc je suis devenue responsable des achats. Après, il y avait un besoin au service client dans cette même boîte. C'était une petite boîte, mais qui grandissait très en croissance tous les ans. Donc, il y avait beaucoup de boulot et le personnel, en fait, s'y suivait pas forcément. Donc, on avait vite beaucoup de missions. Donc, j'ai pris une mission au service client aussi. Voilà, et après, je suis arrivée, on va dire, un peu dans le comité de direction, très proche du patron. Donc, ça m'a permis de voir tous les aspects du management, du recrutement, des achats, du coup, de la communication aussi, de la communication avec les équipes, avec les clients. Donc, c'était hyper enrichissant, en fait, comme expérience. Donc là, je suis restée 7 ans. Oui, d'accord. Dans cette entreprise. Ça fait un bon bout de chemin. Oui. Ouais, non, franchement, j'en garde un bon souvenir. Juste à la fin, je sentais que c'était vraiment une entreprise, j'ai envie de dire, capitaliste, qui... le profit quand même. Le but de la guerre, c'est quand même de faire de l'argent. Le but, c'était vraiment de faire de la croissance et parfois un petit peu au détriment de la qualité du produit et des salariés aussi. Donc je sentais que mes valeurs, elles étaient plus trop... Oui, c'était un peu en décalage en fait. Voilà, là ça devenait vraiment... ils rachetaient du terrain, on sentait vraiment que ça voulait s'agrandir. Et moi j'avais l'impression que c'était déjà hyper bien tout ce qu'on avait construit depuis là. Et je pense que j'étais peut-être un peu fatiguée aussi des 7 ans qui étaient vachement rock'n'roll, j'ai envie de dire. Et voilà. Du coup, puis entre-temps, j'avais réussi à stabiliser, on va dire, ma situation personnelle. J'avais acheté une maison. J'étais plus sécure qu'au début quand je suis arrivée. Pas à moitié au chômage, à moitié... T'étais un peu installée, quoi, en fait. Voilà, donc là, je me suis dit, si je dois prendre un risque, là, je peux me le permettre. Donc, voilà, mes valeurs qui collaient plus trop avec celles de la boîte, plus un peu mes 30 ans, le fait de me dire, c'est un peu le moment ou jamais, sinon je le ferais pas. J'avais tout le temps dans l'idée de lancer un truc dans la seconde main. Puisque ça je l'ai pas dit, je chine, en parallèle je chinais le week-end. Oui, je vais te demander du coup pendant ces 7 ans, t'avais, j'imagine, ta passion pour la mode qui restait vraiment en toi, comme c'était pas ton métier. Tu faisais des choses à côté pour l'exprimer du coup. En fait, j'avais toujours une association avec ma sœur. Donc ma sœur, c'est aussi une passionnée de mode. Elle a aussi une entreprise de seconde main. D'accord. Volte-face, voilà, comme ça, si tu vas aller voir. Et en fait, à deux, on organisait des vide dressing dans les bars à Lille. On en a organisé un peu à Lille, dans le Vieux-Lille. C'était à l'époque au Basilic Café. Ça a fermé récemment. Oui. Mais on faisait ça au Basilic Café. Et non, c'était cool. Ça, c'était en plus de notre travail, donc on pouvait pas dédier beaucoup de temps, mais ça nous...
on rencontrait d'autres vendeuses, des acheteurs. Enfin, et puis on recyclait nos propres vêtements, enfin à nous. Voilà. Et moi, tous les week-ends, j'allais chiner. Mais vraiment, enfin. C'était vraiment ta passion aussi. Ah ouais. Puis je pense que c'est ça qui me faisait aussi tenir le boulot un peu. Des fois un peu. Des situations un peu de taré, j'ai envie de dire, où vraiment je finissais tard. Mais je savais que voilà, le dimanche. Je me levais à 5h30, ça a été mon petit plaisir de partir à l'aube, prendre ma voiture, et puis voilà, de ne pas savoir ce que je vais découvrir finalement. Et tu chinais des vêtements, même du mobilier, du coup Alors pour mes maisons, pour meubler, oui, je chinais du mobilier, mais c'est quand même pas la même. Enfin, faut être costaud physiquement, parce que... faut tout porter. Il faut emporter les trucs toi-même et tout, c'est difficile. Et plus les vêtements, parce que ça, j'arrivais pas à m'arrêter. Enfin, je peux pas passer à côté d'un... Faut vraiment que je prenne si c'est une super affaire. Donc, du coup, non, j'étais très fort chargée, donc il faut faire des choix. Et je choisissais tout le temps les vêtements. Et ouais, voilà, donc tous les week-ends, de 5h à midi, j'allais chiner et voilà, et donc des fois au début je chinais vraiment que pour moi, et après je vendais un peu sur Vinted, et en parallèle ça marchait quand même vachement bien, donc je me suis dit il y a quand même un truc, faudrait professionnaliser tout ça, et voilà, et puis à côté voilà, j'en avais marre de mon boulot, et je me suis dit puis j'entendais aussi pas mal de petits concepts qui se montaient à Lille, et je me dis, mais pourquoi pas moi, enfin, si je le fais pas, je vais pourquoi je me lance pas? Bah ouais, pourquoi moi qui chine tous les week-ends, je fais pas ça alors que je pourrais le faire, et que je vais certainement le regretter si je le fais pas. Ouais. Donc c'est là du coup qu'il y a le fameux dispositif d'émission pour création dont on avait parlé. Parler de l'or, et dont toi tu lui avais parlé en fait. Parce que moi je m'étais déjà renseignée. Ça faisait, je sais plus quand est-ce que je me suis renseignée. Je crois que ça faisait déjà à peu près 2 ans que je voulais partir d'où j'étais. Mais je prends mes décisions lentement. J'ai mûrement réfléchi. Ouais, quand je pars, on peut plus me retenir. Et du coup j'avais regardé ça, et je me suis dit je vais quand même demander une rupture conventionnelle, parce qu'il y avait plus de... c'était plus intéressant pour moi, voilà, puis il n'y avait pas le dossier à faire en plus, donc c'était un peu la flemme, le dossier, et en plus la rupture conventionnelle, j'avais aussi les indemnités de rupture. Comme dû à ton ancienneté dans la boîte. Voilà, aussi. puis on était en bon terme, je m'étais vraiment fort investie dans cette boîte, je me suis dit pourquoi il dirait non après voilà. Donc il a dit oui, après j'ai quand même dû négocier, parce qu'il voulait pas que je parte forcément. Et il a dit oui, donc il a dit ok. Donc là, je suis partie. Donc ça, je lui ai posé la question, je me rappelle encore. Non, je lui ai pas posé la question. En fait, c'était un jour, j'en avais ras-le-bol, et j'ai demandé à voir le patron, et je lui ai dit, mais là, je dois partir. Et voilà. Et c'était en décembre 2019. Et du coup, il m'a dit oui, il faut que je trouve ton remplaçant, donc faut que tu restes un petit temps. Et moi, j'ai dit pas de souci, si tu acceptes la rupture conventionnelle, je reste même plus que les 3 mois de préavis s'il faut, voilà. Et du coup, les 3 mois de préavis, on arrive en mars, et Covid. Et on arrive en plein dans le Covid. Donc pareil, il m'a redemandé est-ce que ta décision elle est bien mûre, est-ce que partir dans cette période un peu tourmentée, toi ça te convient toujours, sinon tu peux toujours reprendre ta place. Et même si voilà, c'était tentant, parce que là je m'engageais dans un truc dans l'inconnu, de fou. Je me suis dit non, ça fait tellement d'années que j'ai envie de faire ça, que là c'est voilà, même si c'est complètement irrationnel, allez, pour une fois, go. Donc je suis partie, je suis restée un peu dans mon ancienne entreprise avec le Covid, parce que là c'était oui, parce que la situation était compliquée pour eux. Voilà, puis moi je me suis dit, je voulais vraiment les aider jusqu'au bout. C'était quand même une bonne expérience, donc je me suis dit, allez. Et puis du jour au lendemain, j'ai dû arrêter, j'ai arrêté parce que c'était la date, et je me suis dit, après, si on pousse trop, sinon je vais rester et ça ira pas. Et je me suis retrouvée du jour au lendemain de passer d'une activité vraiment forte à
moi tout seul face à mon business plan en plein Covid. Maintenant j'y vais. et ouais, le choc qui est un peu rude, mais bon, il y avait la passion, il y avait enfin voilà, je me disais c'est mon moment, il faut que je me lance et je vais le faire malgré, on va dire, le contexte, les éléments, ouais. La situation imprévisible, et voilà. Et alors, comment ça se passe au début? Parce que donc, tu vendais sur Vinted, mais si tu passes à faire ton activité, ça veut dire que tu dois faire un site internet, que tu dois communiquer différemment, trouver des pièces aussi. Enfin bref, comment tu gères tout ça du coup? Et comment dire? Bonne question, parce que j'étais tellement dans l'euphorie de lancer mon truc que je pense que j'avais pas bien vu tous les tout ce qu'il y avait autour, tous les tenants et les aboutissants du projet. Et je l'ai fait un peu instinctivement et fort de manière spontanée, on va dire. Je me suis dit que Instagram, ça allait être un bon vecteur de communication. Parce que il y avait de quoi partager des looks. Et je me suis dit, les looks, je suis plein de gens qui partagent des looks, mais neufs, qui vendent des vêtements neufs, ou alors qui partagent des looks qu'ils ont achetés neufs. Et je me suis dit, moi, si je partage mes looks que j'achète en seconde main, du coup, je vais pouvoir faire la même chose avec du seconde main, donc ça sera vertueux, et là, ça cochait bien mes valeurs, et voilà, donc j'étais partie là-dessus. Et après, j'ai regardé un peu les autres acteurs qui étaient sur ce créneau. Il y a pas mal de gens qui vendent sur Instagram. Et moi, j'ai pas voulu être dépendante que d'Instagram. Donc je me suis dit vraiment, il faut un site pour déjà récupérer les mails des clients, pour que ce soit moi qui soit un peu... propriétaire de ma liste de clients, voilà, et je me suis dit tout miser sur Instagram c'était dangereux, donc voilà, créer le site en parallèle sur Shopify, quelque chose de pas compliqué parce que je suis pas très geek, mais ça s'est bien passé, et voilà, et ensuite alimenter. J'avais envie de faire déjà de faire revenir les gens, donc de mettre de la nouveauté pour qu'il y ait du trafic, parce que sinon c'est difficile à animer. Oui, c'est sûr. Voilà. Et puis un peu proposer des pièces, pas que du vintage, proposer un dressing qui me ressemblait qui ressemblait un peu au mien, qui mélange des pièces plus ça peut être du Zara, du Sandro, ou une veste vintage, pied de poule, voilà quoi, plein de... Et voilà, essayer de faire un peu des looks uniques en mélangeant des pièces un peu plus, on va dire, tendance, avec des pièces de vintage. Vraiment vintage. Voilà. Et proposer justement des looks pour que les gens ils puissent s'imaginer, peut-être que voilà, s'ils voient la pièce vintage dans une friperie, ils se diront non, ça je peux pas, c'est pas pour moi, mais peut-être que voilà, s'ils la voient porter dans un look associé, ils diront finalement il y a une association qui me plaît et que je peux refaire avec ce que j'ai moi dans mon dressing, quoi. Ouais, du coup ça permet aux gens de leur proposer d'autres styles, de la qualité aussi, parce que les vêtements vintage ils sont vraiment très qualitatifs, et voilà, c'est dommage de passer à côté de ça, parce que peut-être qu'on ne connaît pas ou qu'on se projette pas, et donc et voilà, donc du coup je suis partie un petit peu là-dessus, et après je me suis un peu pris au jeu, et toutes les semaines je m'amuse, parce que moi j'aime vraiment bien à créer des nouveaux looks, des nouvelles sélections que j'essaye un petit peu de ranger par couleur, en fonction de la saisonnalité, en fonction aussi des tendances de ce que je vois sur Instagram, des choses qui plaisent, j'essaye de moi les trouver en seconde main, et voilà, et d'avoir une offre seconde main, mais on va dire qualitative, qui est proche de ce qu'on peut trouver là actuellement en boutique, mais avec des pièces vintage qui viennent peut-être un peu rajouter du style et de la qualité, du fabriqué en France, des pulls en laine, vraiment des
la soie, des matières qui... moi, qualitatives. Qui me parlent et tout ça, et rendre tout ça accessible au niveau du prix. Parce que ça, c'est vraiment... pour démocratiser, pour moi, il faut vraiment... c'est autant proposer des looks pour que les gens se projettent, mais c'est autant aussi les rendre accessibles financièrement. Voilà. Oui, on n'a pas besoin de se couper un bras. Surtout pas, voilà. Non. Voilà. Et du coup, tu t'es mis à vendre que sur ton site internet ou tu continuais après à faire des ventes aussi en physique Je pense qu'il y a des fois des pop-up, des trucs qui se font où il y a aussi des corners qui sont pour des personnes qui font du second main. Alors, du coup, ça a bien marché quand même assez rapidement sur Instagram et sur le site aussi. Enfin, du coup, Instagram, il était relié au site. Je vendais tout le temps sur le site. Et puis j'étais encore dans ce fameux Covid. Et j'ai eu un peu un souci de stock où là, j'arrivais plus à trouver ce que je voulais. Parce que, Oui, comme il n'y avait plus les brocantes, à un moment, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de vide-grenier, tout était arrêté. Donc j'ai un peu galéré. Vraiment, mon dressing perso y est passé. Pendant le confinement. Ça s'est pas trop vu, mais ouais, j'ai un peu galéré. Du coup, faire les événements, ça mettait une pression en plus sur il faut encore plus de stock. Trouver des vêtements et tout ça. Du coup, je voulais beaucoup garder pour le web parce que j'avais déjà un peu une clientèle et je me suis dit, j'ai pas envie de... c'est des gens qui me soutiennent depuis le début, qui commandent régulièrement et je me suis dit, j'ai pas envie de... qu'ils soient déçus. De plus leur proposer ce que j'ai envie de proposer. Donc, je faisais de la rétention de pièces, pas très commerciale d'ailleurs, mais tant pis, pour le web. Et du coup, dans les événements, j'en ai pas trop fait. Et moi, je suis plus à l'aise sur Internet. Je suis... j'arrive mieux à exprimer, avec une photo ou avec un montage photo, avec une explication en texte, qu'en physique, j'ai un peu plus de mal avec aborder les gens, tout ça. C'est pas évident non plus. Le commerce physique, c'est moins mon truc. Du coup, le web, vraiment... te correspond bien. Ouais. Et du coup, tes clientes, elles sont sur toute la France Il y en a un peu à l'étranger ou... Alors... Les Belges, ils aiment bien aussi le second main, c'est pour ça que je les Belges, non, j'ai pas... Je vais peut-être que j'ai oublié quelqu'un, mais non, plus en France, partout, pas mal du côté de Paris, Paris, proche banlieue, un peu du côté de Lyon, un petit peu dans le sud, mais sinon, il y a quand même une grosse partie de mes clients, c'est dans le nord, dans le coin. Voilà, pas spécialement Lille, tous les villes alentours, pas très loin de chez moi, j'habite pas loin de Vambrechy, dans ce coin-là aussi. Je fais des livraisons locales où je vais livrer. T'as pas directement les vêtements. Ouais, voilà. Et du coup, le gros avantage du web, c'est que on se restreint pas à un périmètre réduit. On peut propager, tu peux rayonner partout. Donc ça me plaisait bien aussi. Voilà. Et tes premières ventes sur ton site, t'as fait quoi quand tu les as vues arriver ? Ah ouais, alors parce que en fait on fait tout un travail, un business plan pendant j'avais fait ça pendant 3 mois. Alors, je m'étais pris le temps de réflexion de tout ça, et puis c'est vrai que le jour où on lance le site, en fait il y a personne. Donc c'est un peu bon, je suis là. Mais oui, mais voilà, je suis là mais personne m'attend. Du coup c'est un peu frustrant, mais ce jour-là, j'ai eu une commande d'ailleurs d'une copine de Laure, Stéphie. C'est ma première cliente. Et du coup, à chaque fois, je lui dis parce que c'est trop bien, parce que c'était le jour J. Et ça aurait pu être un jour J où il se passe rien, mais là, il y avait Stéphie qui a passé commande. Donc, je me rappelle encore, c'était un t-shirt Lacoste. Et elle était là, donc c'est cool. Et après, je crois que j'ai eu une vente ce jour-là. Et quelques jours après... je repostais des photos en remettant des liens et après ça, un peu de fil en aiguille, ça a pris. Voilà. Et je sais plus, après je pense que j'ai eu des gens qui avaient partagé un peu en story et du coup après voilà, c'est un peu du bouche à oreille virtuel. et c'est cool. Et puis
même moi, je m'attendais pas. Enfin, vraiment. En fait, on est toujours surpris. Et encore aujourd'hui, quand je vends, je me dis, oh, trop bien. Et c'est cool. Et tu t'es fait accompagner, pour ton business plan, tout ça, t'as tout géré En fait, j'avais été à la BGE, mais j'avais tellement déjà tout en tête que je me suis dit c'est long. Enfin, j'avais l'impression que c'était long, fallait faire des devoirs. Et je me suis dit non. Je sais où je vais. Je vais faire ma manière et au pire ce sera tant pis. Mais ouais, non. Du coup, j'ai fait un peu instinctivement et je continue à faire instinctivement. Des fois, c'est pas simple parce que c'est un peu un nouveau métier, on va dire. Enfin, vendre sur le web, mais être seul et surtout vendre du seconde main, de la pièce unique, c'est du boulot parce qu'une fiche produit, c'est un produit. Et... Bah oui, tu dois les rentrer un par un, les photos, les looks, tout. La compta, les expés. Non, il faut vraiment tout faire et que comme on est tout seul, on est aussi bien mannequin que comptable, que livreur, que tout ce qu'on veut. Donc, mais c'est passionnant. Il y a pas un jour pareil. Donc non, moi ça me plaît vraiment. Voilà. C'est bon. Tu reviendrais pas en arrière. Ah non. Après, je m'étais quand même préparée à me dire que j'allais gagner beaucoup moins d'argent. Enfin ça, financièrement, on part d'un CDI où on est cadre et on devient vendeur sur Instagram avec une toute petite et de pièces seconde main que des fois on n'a même pas sous la main. Donc c'est un peu risqué, mais on se débrouille. Voilà. Ouais, t'arrives à gérer. Ouais, j'avais anticipé de vraiment diminuer les dépenses au quotidien pour pas devoir retrouver un boulot à côté. Ouais, alimentaire. Voilà, non, je me suis dit, on vit simplement et on est hyper heureux. Et, et voilà, et puis ça allait bien que les valeurs aussi, un peu de minimalisme, d'essayer de consommer local, de consommer en date courte. Enfin, vraiment, il y a plein de petits tips pour pas trop dépenser et vivre vachement bien. Et à côté, du coup, pouvoir continuer à faire mon boulot de seconde main et pas devoir augmenter mes prix et pénaliser mes clients parce que mon niveau de vie... il est trop élevé. Et du coup, tes parents, tu vois, ils en ont pensé quoi parce que, tu vois, des fois, je sais plus si c'était avec Laure ou même avec Manu Simons qui est musicien, qui est guitariste, et donc son père lui disait entre son projet de groupe qu'il lui coûte de l'argent parce qu'il est en train de le développer et puis il fait partie d'un autre groupe où là ça tourne parce que c'est des reprises de Goldman, etc. Toi finalement c'est un peu pareil, c'est genre t'as ton CDI, tu gagnes bien ta vie et puis à un moment tu dis allez je prends le risque, même si ok pendant 2 ans il y a un accompagnement mais grâce au chômage, mais c'est quand même un risque quoi. Et du coup eux comment ils ont vécu ton projet? Mes parents, alors je sais pas si c'est rassurant ce que je vais dire, mais en fait ils ont aussi été entrepreneurs. Ouais. Enfin je dis été parce que ça s'est mal fini en fait. Ils ont fait une liquidation judiciaire. Donc pareil, moi ça m'a comment dire, un peu influencée dans le fait de pas me lancer tout de suite parce que vraiment j'avais en exemple un peu un contre-exemple de me dire mes parents ils avaient un salon de thé et voilà, ils ont dû le fermer, financièrement ils y ont laissé aussi de l'argent et moi je reproduis pas, mais je vais dans une direction qui est pas très secure et donc en fait comme il avait fait, il voyait comment j'étais plus très bien dans mon boulot et comment j'étais aussi passionnée, et donc ils m'ont encouragée. Le fait que j'ai le chômage à côté, ça les a rassurés quand même aussi. Et voilà, et après je leur avais bien expliqué que j'avais acheté ma maison, que j'ai un petit crédit immobilier, que donc du coup t'as finalement tes besoins ils sont assez mes besoins ils étaient pas très importants, donc fallait pas s'inquiéter, et puis au pire je retrouverai
un boulot, même si cette option-là, aujourd'hui, non. je la repousserai autant que je peux pour développer et vivre de mon entreprise uniquement. Parce que là, actuellement, qu'est-ce que ça représente les revenus que tu peux générer? Alors, pas forcément un chiffre, mais tu vois, est-ce que t'es dans ce que tu t'étais... Est-ce que tu avais prévu ou pas forcément ou... Oui, alors je m'étais mis des objectifs, voilà, en fait tout le monde non, mais mon référentiel c'était le SMIC. Je me dis, voilà, il y a plein de gens qui travaillent, qui gagnent le SMIC et qui vivent, et voilà. Donc je me suis dit, je vais viser ça. C'est pas atteignable tous les mois, mais voilà, on tourne à peu près autour de ça. Donc pour moi, au bout d'1 an et demi, et dans la conjoncture actuelle, avec mon stockage qui était un peu, mes stocks qui étaient un peu bas, je me dis c'est pas mal. Après, il faut quand même faire évoluer. Juste pour même faire évoluer l'entreprise, il faut quand même du financement. Donc, voilà. Après, j'essaye de mettre plus en ligne. Mais voilà, après, les leviers, ils sont... Quand on est tout seul, il faut réfléchir, c'est sûr. Prioriser, s'organiser mieux. Mais pour moi, là, pour le moment, c'est vivable. Après, c'est pas de... On vit pas... c'est pas Versailles, quoi. Mais, mais voilà, après, c'est un choix de vie, vraiment. Je pense que ce choix de vie... vraiment vivre de sa passion, je pense qu'il faut vraiment le faire quand on est passionné. Si c'est pour se lancer dans le seconde main, sans y croire vraiment, y croire vraiment, et puis vendre de la pièce unique, être tout seul comme ça, et se dire qu'on va faire beaucoup d'argent. Je pense que après peut-être qu'il y a des gens qui y arrivent, mais bravo, quoi. Voilà. Et maintenant, pour t'approvisionner en vêtements, tu refais toujours du coup tu fais quoi, des vide-greniers, tu vas chiner, je sais pas, à côté, en Belgique, j'ai quand même pas mal de trucs de vintage, ils ont des trucs assez sympas. Oui. Où est-ce que tu vas te trouver tes coups? Je vais, alors beaucoup, ce qui m'a aidé aussi quand il n'y a plus les braderies, c'est que je vais beaucoup dans les associations. Ouais. Donc tout ce qui est Emmaüs, au Secours Populaire... j'essaye de pas en oublier. Après, il y a des petites assos plus locales où je vais aussi des fois. En Belgique aussi, effectivement. C'est vrai que le seconde main, plus le vintage, c'est bien développé. Voilà, un petit peu auprès des particuliers, un petit réseau de particuliers que je connais, et du coup qui m'appellent quand ils ont des vêtements qui ont mis de côté. Voilà, et sinon non, on brocante beaucoup. Moi je faisais ça vraiment beaucoup avant, quand on pouvait se le permettre, et voilà. Et après, comment toi tu trouves tes pièces, et comment tu fixes tes prix, tu vois, parce que c'est pas évident, parce que c'est vrai que toutes les pièces se valent pas. Comment toi, du coup, tu détermines ton niveau de prix? En fonction, souvent, c'est de la marque. Par exemple, toutes les petites marques comme Zara ou les petites boutiques indépendantes, ça, il faut que ce soit très accessible, parce que c'est des pièces qui en magasin n'ont pas une valeur marchande neuve très élevée. Après, il y a tout ce qui est un peu plus haut de gamme, tout ce qui est Sandro, Bâche, Cézanne, tout ça. Je fais à peu près en fonction du prix du marché de l'occasion, et j'essaye d'être un peu plus bas pour donner accès à des marques, on va dire entre guillemets prestigieuses, à des gens qui ont peut-être pas forcément les moyens de mettre plus qu'une robe Zara. Et ensuite, après, il y a tout ce qui est un peu plus luxe, où là, ça a quand même une belle valeur, ou les pièces qui ont de la matière, du cachemire ou de la soie, ou vraiment des très belles pièces. Là, j'essaye quand même de me renseigner, et des fois je me trompe un peu. J'avais trouvé une veste Thierry Mugler
Magnifique, mais vraiment. Et à l'époque, je connaissais pas trop bien le prix, donc je savais que ça avait quand même une valeur, mais et voilà. Et je l'ai vendu, mais pas assez cher, je pense. Après, tant mieux pour la personne qui l'a chiné, parce que c'est aussi le but que mes clients ils aient aussi l'impression de chiner eux-mêmes et de faire aussi eux des bonnes affaires. Moi, mon but, c'est vraiment de trouver les pièces le moins cher possible. Déjà sans négocier quand c'est une asso, parce que ça, mon but, c'est aussi de financer les assos et pas d'être le gros négociateur. Qui leur achète le truc au kilo pas cher. Non, non, en plus, moi, j'aime pas négocier vraiment. Enfin, c'est pas mon truc. Donc, il faut que avoir les bons filons, se lever tôt pour les braderies, ça, c'est important. Et la récurrence, enfin, vraiment, y aller tout le temps. Et c'est vraiment la récurrence qui fait qu'on trouve les bonnes pièces. Et aussi savoir un petit peu recoudre, et un petit peu les techniques de grand-mère pour nettoyer. C'est dommage, par exemple, de laisser... je dis n'importe quoi. Je sais plus, si j'avais déjà trouvé une veste Balmain. Il y avait une tache... c'est récupérable. Je vais pas la laisser. Je vais, au pire, essayer de l'enlever. Si je rate, tant pis. Mais voilà, je fais des petits paris comme ça... pour des fois je prends des petites pièces avec des défauts où il manque un bouton, où je change tous les boutons, où je recouds une bretelle. Enfin, c'est des choses qui sont à ma portée et qui prennent pas non plus trop de temps, pour me dire que la pièce je l'ai pas eu très chère, je vais pouvoir la proposer à un prix accessible, et comme ça tout le monde est content, en fait. Oui, c'est vrai qu'au moins t'achètes une pièce, s'il y avait d'autres petits trucs à refaire, c'est refait, et puis tu peux l'apporter tout de suite. Et puis ces pièces-là, des fois les gens ils les achètent pas. Par exemple, des taches, ça fait peur à beaucoup de monde, et du coup c'est des pièces qui finissent peut-être en isolant thermique, c'est dommage, quoi. Et du coup là c'est recycler des choses qui sont peut-être vouées à être détruite, donc c'est un level supérieur dans le recyclage, que avant de monter mon entreprise je faisais pas ça. Les tâches je les prenais pas, je me suis dit non, et maintenant je me dis si, en fait ça fait partie du recyclage plus et des fois c'est un peu chiant de nettoyer des tâches, mais le fait, par exemple, moi je prends du bicarbonate et une brosse à dents, et je laisse tremper des trucs, des fois plus ou moins réussi, et quand je vois le résultat, je me dis mais j'ai sauvé le truc. Mais des fois c'est une robe Zara ou quoi, mais je l'ai sauvé. Peu importe le vêtement, je peux le remettre en circulation, et quelqu'un le reporte, et du coup j'ai l'impression même si c'est une goutte d'eau dans l'océan de la fast fashion et des déchetteries de vêtements. Mais c'est aussi petit à petit. C'est déjà un petit geste, et c'est satisfaisant. Donc, voilà. Et comment t'as fait pour éviter la solitude de l'entrepreneur, tu vois ? Parce que c'est vrai que des fois, quand on fait partie d'un réseau, ça permet d'éviter ça, mais quand on ne fait pas partie d'un réseau, comment dans mon entourage proche, j'ai ma sœur qui est aussi entrepreneur, donc on se voit des après-midi, des fois où on discute pas mal de trucs, donc on est quand même, on peut parler, en plus on est dans le même domaine, donc on peut parler de plein de trucs. Rencontrer et tout ça. Voilà. Donc on est moins seul face à nos problèmes des fois. Voilà. Et mon copain aussi, il est aussi entrepreneur. Donc là c'est vraiment le couple. Lui, il a une entreprise je galère à le dire, mais pourtant c'est mon quotidien, de meubles et de petits objets vintage et de seconde main aussi. Donc pareil, lui, il est aussi beaucoup à la maison et dans le domaine proche. Donc voilà. Et après, j'écoute aussi plein de podcasts. Bah oui, ça aide bien aussi. J'ai plein d'amis virtuels qui me racontent leur vie, donc c'est bien. On écoute aussi les problématiques des autres, et on se sent moins seul dans notre quotidien, où des fois c'est... Ouais, des fois, tu poses plein de questions et tu entends quelqu'un qui finalement est passé par les mêmes étapes que toi, qui a apporté certaines réponses, et tu te dis ok, allez, j'envisage les choses différemment. Ah ouais, non, c'est sûr. Et puis ça donne des idées, et puis même des exemples de réussite divers et variés, qui font plaisir à entendre.
dans plein de domaines. Donc non, ça, si je devrais y retravailler, ça me manquerait vraiment de mes petits moments où je fais mes fiches produits, où j'écoute mon podcast, où c'est pas, enfin, j'ai l'impression de pas trop travailler, d'être bien en fait. Oui, je comprends bien. Voilà. Et comment c'est venu l'idée de Mutine ? On a fait un brainstorming et oui, il y avait ma sœur et mon copain aussi. Et il y avait pas mal de mots qui ressortaient, mais Mutine, ce qui était bien, ça faisait féminin, ça je me rappelle. Avec la police manuscrite, ça c'était quelque chose que je voulais aussi. Et c'était un peu rebelle. Un peu... c'était un peu s'affranchir de... peut-être des codes de la mode actuels et aller vers autre chose, être un peu engagé. Un peu pionnier aussi, comme ça. Ouais. C'était... Ouais, un peu. J'ai envie de dire belliqueux, mais c'est pas du tout positif, cette histoire. Mais non, il y avait un peu de... aller au combat, quoi, tu vois. Ouais, voilà. Des fois, quand on va chiner, c'est un peu ça aussi. Donc bon, non, c'était un... il y avait une bonne énergie. Et le mot, il est pas effrayant. Mais en même temps, il y a de l'énergie derrière. Donc, non, je suis contente de mon nom d'entreprise. Et c'est quoi tes projets pour Mutine ? Qu'est-ce que tu vois pour la suite ? Moi, je suis un peu du genre à me réveiller le matin, ouvrir mes yeux et avoir une idée et la faire. Du coup, c'est déjà vraiment continuer à maintenir le niveau de stock, la sélection, la qualité des pièces, et vraiment pas baisser en gamme. Et pas flancher là-dessus, quoi. Ouais, ça c'est vraiment dur. Enfin, au quotidien, c'est ce qui prend plus de temps. Après, j'ai plein d'idées vraiment. Le commerce physique, c'est dans un coin de ma tête, mais c'est jamais au détriment du web. Vraiment, j'ai envie de continuer à proposer plus sur le web. Après, ça te permet quand même de toucher une cible beaucoup plus large, quoi. Donc, ça reste un vecteur intéressant. Oui, non, le web, puis c'est pas les mêmes métiers. Enfin, moi, je suis vraiment plus à l'aise avec ça. Après, voilà, ce qui manque souvent, enfin, on me le dit souvent, c'est on peut pas essayer. Voilà, enfin, plein de... après, il y a plein de... pour moi, c'est même plus un sujet, en fait, le fait de pas pouvoir essayer. Parce que finalement, moi, je sais que j'achète quand même principalement sur Internet parce que, les marques ou les les trucs que j'aime bien sont plutôt sur Internet et pas forcément en boutique. Et du coup, en fait, c'est tout. Tu sais que tu peux pas essayer, mais après tout, si ça ne te va pas, tu peux quand même le renvoyer. Donc voilà, après, je pense que c'est même plus vraiment un sujet, sauf peut-être pour les chaussures, tu vois. Peut-être le dernier truc. Mais moi, je pense aux jeans, parce que les jeans, c'est vrai que des fois, j'ai un peu de retour sur les... Enfin, après, moi, je suis... Personnellement, les jeans, c'est pas possible, ils me vont jamais. Il y a toujours un souci, soit aux cuisses, soit en haut. C'est un gros problème, les jeans. C'est vrai. Mais même que tu mets et puis qui te va tout de suite, c'est pas. Donc du coup, bon. Mais bon, si il faut un commerce physique que pour les jeans, c'est quand même. Non. Non, là, c'est vraiment continuer sur le web à fond, essayer de diversifier mon mode de communication avec les clients aussi. Pas que sur Instagram, j'aimerais bien un peu m'affranchir d'Instagram parce que ça fait peur en fait. Tu te dis que si te coupe, si l'algorithme change. La dépendance. Je suis vraiment quelqu'un qui déteste être dépendant de personnes. Mais du coup, avec ton site, t'as quand même des adresses mail, tu pourrais faire une newsletter ou un truc comme ça, c'est ça ? J'en fais une. Mais j'en ai lancé une il y a pas très longtemps et ça me plaît, faire des articles un peu de blog, j'en ai un petit peu, mais il faut que je m'y mette plus et un peu plus de contenu sur un peu la mode responsable, peut-être un peu des contenus sur les matières, sur peut-être même des conseils sur comment chiner, plein de... j'ai vraiment plein d'idées sur du contenu web, donc ça a creusé, la newsletter, à fond. Et après, pourquoi pas un peu d'événements, un peu de physique en plus.
Bah oui, ça va bien finir, on va bien pas retrouver un rythme vraiment normal. Ouais, bah oui, parce que c'est aussi les événements physiques à demi-jauge. C'est compliqué à gérer. Bah ouais, parce que le stand, c'est quand même c'est un coût pour une petite boîte. Tu payes ta place, c'est pas neutre. Et on n'est jamais sûr des retombées. Donc bon, donc voilà, c'est plein de petits projets. Et puis après, j'aime bien me dire aussi que la vie fera... je rencontrerai peut-être... la personne qui va me donner une idée, et je sais pas, et j'aime bien me dire que les plans peuvent changer. On verra bien. Ouais, tu suis un peu au gré des rencontres, de tes idées, des choses que tu vois. Ouais, ça j'adore regarder les concept stores, même les podcasts, écouter les idées des créateurs, lire les news de plein de marques. C'est me tenir au courant. Ça fait partie du job un petit peu. Oui, non, c'est sûr. C'est important d'être un peu d'être ouvert à ce qui se passe autour, les nouvelles initiatives, les trucs. C'est bien aussi pour soi. Oui, carrément. C'est génial. C'est trop cool. Bon. J'espère que c'est intéressant. Oui, carrément. Et tu t'envisages, je sais pas, peut-être de prendre après une stagiaire, quelqu'un pour t'aider, des choses que des fois c'est ça peut être des étapes qui... Ouais, il y a des tâches que c'est sûr que je pourrais déléguer. Après, j'aurais pas envie de prendre une stagiaire que pour déléguer des tâches un peu chiantes. J'aurais vraiment envie de lui montrer tout ce qui... tout ce qui fait que le métier, il est cool, et pas juste rentrer des tickets en compta et non, sinon ça va l'écurer, pauvre fille. Enfin, je dis pauvre fille, mais ça pourrait être un garçon. C'est vrai, tout à fait. Faut pas avoir d'a priori. Non, d'ailleurs, un garçon. Donc. Non, mais je sais pas. Oui, il faut. Mais ouais, vraiment, moi, quand je fais quelque chose, je suis hyper impliquée et là, je me dirais vraiment qu'il faut que je prépare. Enfin, le jour où je veux intégrer quelqu'un, il faut préparer une fiche de poste, des missions, pour que ce soit réussi et bénéfique pour tout le monde, pour les deux. Ouais. Voilà. Donc là, pour le moment, je suis un peu éparpillée et puis je suis chez moi en fait. Enfin, j'ai pas de bureau, donc bon, avec mon gros malinois et sur ma table de salon, c'est un peu route, mais peut-être un jour, se professionnaliser là-dessus, pourquoi pas, ça, c'est sûr. Et pourquoi Huggy des bons tuyaux? Pourquoi alors parce que... Alors pourquoi faudrait lui poser la question. Laure d'ailleurs, pourquoi Non, parce qu'on... moi je me rappelle avec Laure, on s'est rencontrés en licence 3. Pour la petite histoire, au début, elle m'aimait pas. Pendant un an, on s'est pas parlé. Et après, un jour, on s'est parlé et en fait, on s'est adoré. Et là, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Et on était toujours dans les bons coups. À l'époque, j'étais un peu moins... c'était en 3e année. Donc, on allait encore faire les soldes dans des boutiques de fast fashion, franchement. Honte à personne si les gens font encore les soldes, il faut blâmer le marketing avant les gens. Oui, et puis les quantités produites aussi, quoi. Ouais, voilà. Bon, et avec Laure, on allait toujours des trucs. On allait à l'usine à Roubaix entre les midis, et on était tout le temps partantes à deux pour y aller. En braderie, elle s'est déjà levée à 6h pour venir faire une braderie avec moi. La loi Macron, tous les trucs. Dès que j'ai un petit tips, aux amis, je partage. Donc, non. Puis, alors, je sais que quand, il y a quand elle a un coup de mou, quand j'ai un coup de mou, c'est la personne, sur qui on peut compter. Et c'est une belle personne, une belle amitié. Donc, je suis chanceuse de l'avoir. Mais moi, je vais pas trouver de surnom, du coup. Il va falloir remédier à ça. Ah oui. Mais je vais réfléchir.
Bon, bah super. Bah, tu vois, je regarde le petit chrono. On approche gentiment des 50 minutes. Waouh, ouais, Estelle. je suis hyper bavarde. Bah, c'est super chouette, tu vois, de t'entendre, que tu parles de ton parcours, de ce que tu avais fait avant aussi, et de comment finalement tu as réussi à allier ta passion de faire pour la mode. Ouais, à travailler dans la mode finalement. Voilà, oui, quelque part, de faire des looks, d'être un peu styliste, d'associer et tout. Non, c'est super, super chouette. Après, il reste plus qu'à faire une petite collection avec des tissus upcyclés. Ouais. Bah, c'est aussi un peu. Enfin, j'avais. Ouais. Des fois, je trouve des trucs et je pourrais. Enfin, il y a toujours des chutes, il y a toujours. Ouais. Mais oui, carrément. Franchement, c'est tout des idées comme ça qui. Bah, hyper chouettes. Et il n'y a plus qu'à les réaliser. Bah, voilà. Bah, génial. Bah, merci beaucoup, Estelle. Et du coup, je vais te poser les 3 dernières questions du podcast. Ce podcast s'appelle La Boussole. Donc, la boussole indique le nord, et pour moi, le nord dans le ciel, c'est l'étoile polaire. Et c'est vrai que c'est une notion dont on parle beaucoup en développement personnel, notamment, cette notion d'étoile polaire, de ce qui nous guide un peu dans la vie. Et toi, qu'est-ce qui te guide dans la vie ? Bah, là, j'aurais vraiment envie de répondre ma passion. Voilà, c'est vraiment... ça a été un peu vraiment la trame de fond de toute ma vie, en fait. Enfin, la mode, c'était vraiment depuis que je suis petite, et jusqu'à aujourd'hui, c'est partout. C'est dans la rue, c'est dans les magazines, c'est dans les clips, et à chaque fois, j'aime bien. Enfin, c'est gratuit, j'ai envie de dire, et voilà, et ça permet de se nourrir. Moi, ça me nourrit au quotidien, et du coup, ça, c'est une chance, parce que je suis contente de pas avoir perdu la passion. Et la passion de la Chine aussi, qui, depuis 15 ans, quasi, tous les dimanches de printemps. Tu vas chiner. Ouais, je mets mes Vans et puis on y va. Et non, et voilà, et c'est ça qui aujourd'hui me pousse à à allier la Chine et la mode, et ça fait mutine. Et est-ce que tu pourrais nous conseiller peut-être 1 ou 2 livres ? Moi, je sais que j'aime beaucoup lire, et donc je suis toujours preneuse des conseils des autres. Oui, alors, du coup, la question numéro 2 et la question numéro 3, elles vont être liées. Ouais. J'ai pu rencontrer Mathilde Lepage, qui a écrit le livre Changeons de mode. Donc c'est un livre, donc pareil, c'est pas un roman, c'est un livre sur la mode éthique. Et elle donne dans son livre mais vraiment plein de conseils pour appréhender la mode de manière plus éthique. Donc ça passe par se renseigner sur les labels, les compositions des vêtements, comment un vêtement est produit. Ça permet aux consommateurs de prendre conscience de ce qui se cache en fait derrière un pull, quoi. Et elle le fait avec vraiment beaucoup de pédagogie, et c'est pas, ça pourrait être un peu chiant, mais pas du tout en fait. Non, je la trouve hyper intéressante, et voilà. Donc son livre, je le conseille, parce Génial, que c'est un bon outil. Voilà. Et donc, du coup, tu as un invité ou une invitée à recommander pour le podcast ? Mathilde. Mathilde, du coup. Franchement, ouais. Au début, je l'ai connue sur Instagram. Son compte, c'est Make My Clothes Great Again. Ah oui. Et en fait, on s'est rencontrés à un vide dressing, et elle m'avait acheté un pull, et puis elle avait repartagé en story, et puis on avait parlé, et franchement, à l'époque, elle était en train d'écrire son livre. Mais je trouve que, j'allais dire pour son âge, mais là je peux pas vraiment pour une vieille, mais qu'elle a vraiment beaucoup de savoir, et qu'elle arrive à le transmettre de manière hyper pédagogique, et voilà. Et pareil, c'est quelqu'un qui est pas parti de grand chose, et qui a beaucoup de courage et d'ambition, et vraiment je la recommande, parce que voilà, je l'aime bien, cette fille. Okay, génial. Attends, c'est l'essentiel. Voilà. Il y a déjà personne qui marque comme moi quelqu'un qui n'aimait pas, tu vois. Non. Super. En tout cas, ici, je mettrai tous les liens vers Mutine dans les notes de l'épisode. Super. Et puis c'était vraiment chouette de te rencontrer. J'ai passé un bon moment. Merci vraiment de m'avoir donné la parole ici, c'est super cool. Super, merci beaucoup. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous appréciez ce travail,
partagez le podcast autour de vous, abonnez 2 personnes de votre entourage et dites-le moi sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Boussole. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire.